Il y a 12 ans maintenant, alors que je n'étais qu'un jeune adolescent, je me suis retrouvé, je ne sais comment, à lancer un vieux DVD sur ma vieille PlayStation 3. Et autant je ne me souviens plus ce qui m'a poussé à lancer ce film, ce qui m'a attiré sur celui-ci plus que sur un autre, mais en revanche je me souviens comme si c'était hier de tous ces sentiments plus ou moins agréables qui ont traversé mon esprit après le visionnage. Quand le DVD eut fini de se lire, j'ai tourné en rond dans ma chambre pendant de longues minutes, essayant de comprendre ce qu'il m'arrivait. Et je prends conscience aujourd'hui qu'à ce moment-là, je venais de tomber amoureux du cinéma. Ce DVD, c'était celui de Danse avec les loups. Cette œuvre a été la pierre angulaire de ma cinéphilie. Après ça, j'ai vu autre chose dans le 7e art que du simple divertissement. Parce que là où le lieutenant John Dunbar a su se trouver à travers le peuple indien, j'ai réussi à me trouver à travers le cinéma. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous parler d'une œuvre qui a marqué ma vie à jamais. À la fin des années 80, le western est un genre qui se meurt. L'âge d'or hollywoodien n'est plus, le nouvel Hollywood a fait ses preuves, et le cinéma américain sort d'une décennie d'overdose de paillettes et d'explosions. Plus aucun studio ne va entendre parler de cow-boy. En sachant que le dernier à s'y être risqué, c'est Michael Cimino en 1980 avec La Porte du Paradis, qui engendrera 3 millions de dollars de recettes pour un budget de 44 millions. Un des plus gros flops de l'histoire du cinéma américain qui aura presque eu raison de la légendaire United Artists. Mais à cette époque, un certain Kevin Costner, devenu célèbre quelques petites années auparavant grâce à son rôle d'Elliot Ness dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, ne verra pas ce boycott d'un bon œil. Véritable amoureux du western, sa jeunesse a été bercée par les films d'Howard Hawks et John Ford entre autres. C'est un genre qu'il a toujours rêvé de pouvoir mettre en scène avec sa vision bien précise. Et ses envies de western vont se concrétiser quand il va prendre connaissance de l'histoire que son ami Michael Blake a écrite et qui raconte comment un officier de la guerre de sécession va se lier d'amitié avec une tribu d'Indiens jusqu'à devenir l'un des leurs. Costner, totalement emballé par l'idée, demandera à Blake de finaliser son histoire et d'en faire un roman, ce que fera ce dernier en 1988 et ce qui permettra à Kevin Costner d'acheter les droits et de commencer officiellement le projet Danse avec les loups. En partant à la recherche de financement, Costner va vite se rendre compte qu'en effet le western n'a plus du tout bonne réputation. Aucun studio ne veut produire le film, et le peu qui accepte ne monte pas à plus de 10 millions de dollars, et impose des choix artistiques aux réalisateurs comme la suppression du Lakota dans le film, la langue du peuple Sioux, afin de limiter les sous-titres. Évidemment, il refuse, sachant pertinemment que si ces derniers ne parviennent pas à comprendre les éléments clés du film, jamais ils ne permettront à son auteur de bénéficier du final cut et donc de la validation finale du projet. L'utilisation du dialecte indien est essentielle au film. Elle permet de bien renforcer ce choc des cultures, et surtout elle offre la possibilité aux personnages de créer cette relation de confiance grâce notamment à une forme de curiosité et à une compréhension sur le long terme. Pour Kevin Costner, c'est simple, soit ça se fera à sa manière, soit ça ne se fera pas du tout. Il va donc devoir se tourner vers l'Europe, et parvient à signer un deal avec la société de production anglaise Majestic Film International, qui promet au réalisateur / acteur / producteur une totale liberté et une enveloppe de 18 millions de dollars pour 60 jours de tournage, pas plus, pas moins. Au final, le tournage durera 108 jours, ce qui obligera Costner à mettre de sa poche 2 millions de dollars supplémentaires pour finaliser son film. La première réalisation de Kevin Costner commence. Il ne sait pas forcément utiliser tous les objectifs de sa caméra, il ne connaît pas bien les termes techniques, mais il est bien entouré et surtout il a une vision bien précise de ce qu'il veut. Chaque Amérindien dans le film est un véritable comédien amérindien. Même les cascadeurs sont amérindiens. Et c'est la force du film, il s'en dégage une authenticité à toute épreuve. Le film est tourné dans le Wyoming, mais surtout dans le Dakota du Sud, terre natale du peuple Sioux. Les dialogues en Lakota sont supervisés par Doris Leader Charge, qui fut une des dernières représentante du peuple Sioux aux États-Unis et qui nous quittera en 2001. Chaussette est un véritable loup car il était inconcevable pour Costner d'avoir un faux loup dans un film qui s'appelle Danse avec les loups. La chasse au bison, scène mythique du film, est d'une réalité effrayante, surtout quand on sait que c'est Kevin Costner lui-même qui assure ses cascades. Bref, le film se fait dans une belle harmonie et dans un respect profond pour la nature, pour le peuple amérindien et pour le 7e art. Pendant ce temps, à Hollywood, certains se moquent, affirmant que la jeune carrière de Kevin Costner est déjà terminée. Que son film est un gouffre financier, qu'aucun Américain n'ira au cinéma pour qu'on leur rappelle le génocide du peuple indien. Mais malgré tout, le film sort à l'automne 1990 aux USA, et les Américains vont alors prendre part à une histoire unique qui va bouleverser le pays tout entier.
Le film commence en nous plongeant directement dans la réalité sanglante de la guerre. Le lieutenant John Dunbar est gravement blessé et prend conscience que sa jambe est condamnée. Il décide donc de retourner sur le champ de bataille où ses alliés sont bloqués depuis des jours pris au piège par l'ennemi, mais Dunbar n'est pas là pour se battre, il est là pour en finir. Il va alors prendre un cheval afin de traverser le No Man's Land et mettre fin à ses jours. Cependant, cet acte suicidaire va se transformer en acte héroïque puisque les troupes ennemies, trop occupées à tenter de l'abattre, vont détourner leur attention et donc permettre aux alliés du lieutenant de franchir la ligne et en finir avec les soldats confédérés. Toute cette scène s'est déroulée sous les yeux lointains des généraux qui décideront d'offrir leur privilège à Dunbar, qu'ils considèrent comme un héros de guerre, en lui permettant d'être opéré par un chirurgien, en le décorant, et en lui laissant le choix de son affectation. Ce dernier décidera d'être affecté dans un poste de garde quasi abandonné au bord de la frontière afin de s'éloigner des horreurs de la guerre. Voilà ce qui résume les 20 premières minutes du film. Une introduction qui nous met dans un contexte bien particulier, qui nous présente les forces du personnage principal, mais surtout qui résume parfaitement la violence et l'incompréhension générale de cette guerre. Alors, même si l'histoire n'est pas mon domaine de prédilection, je vais tenter de vous remettre brièvement dans le contexte de la guerre de sécession, afin de comprendre ce que dénonce le réalisateur dans son film. On a donc affaire à une guerre civile qui oppose les États-Unis d'Amérique au nord-est et les États confédérés au sud-est. Une guerre qui est due à des divergences d'opinion politique, notamment sur la question de l'abolition de l'esclavage. On se retrouve donc avec des Américains qui se mettent dessus comme jamais, faisant de cette guerre la plus meurtrière de l'histoire du pays avec plus de 600 000 morts en seulement 4 ans. Tous ont été dépassés par ce massacre qu'ils en ont presque fini par oublier pourquoi ils se battaient. Et c'est bien ce que Kevin Costner dénonce dans le film, mais surtout dans cette introduction. Une guerre dont personne n'arrive à prendre la mesure car une telle boucherie est difficilement compréhensible. Et d'ailleurs, le film va démarrer en déployant plusieurs personnages qui ne prennent pas vraiment au sérieux ce conflit. Ces deux médecins qui normalisent une blessure mortelle, sans doute trop habitués à en voir. Mais aussi ce soldat qui ne parvient plus à prendre la mesure de la gravité des événements, tant cette gravité a atteint un point de non-retour. Les généraux qui regardent ça comme on regarde un match de foot, les confédérés qui s'amusent à faire du tir au pigeon sur un homme en oubliant de défendre leur position, la générosité d'un général qui cache en fait un fossé énorme entre les différents grades. Lui a un chirurgien personnel, pendant que les soldats meurent sur leur brancard. Et bien entendu le Major Fambrough. On se retrouve devant un haut commandant de la guerre qui a perdu la notion de la réalité, totalement bipolaire, incontinent et suicidaire. À travers ce personnage, Kevin Costner dépeint toute la folie d'un pays qui entre en guerre contre lui-même, et qui par cet acte va amoindrir ses valeurs et insulter les terres qu'il prétend défendre. Durant cette scène, Dunbar demande à voir la frontière avant qu'elle ne disparaisse. Cette frontière, c'est celle qui sépare les États du Nord et du Sud à un territoire sans appartenance et sans autorité où vit le peuple natif. Mais cette frontière symbolise surtout une séparation d'idéaux. D'un côté la guerre, la convoitise et la folie, de l'autre la paix, la fraternité et la nature. Dunbar, en s'éloignant de cette ville, de la civilisation et sous cet ultime coup de feu, laisse derrière lui un combat qui n'est plus le sien, des valeurs qui ne le représentent plus, une nation qu'il ne reconnaît plus, ou peut-être même à laquelle il n'a jamais appartenu. À partir de là, il se dirige vers cette frontière qui va le séparer, dans tous les sens du terme, de son ancienne vie. Dès l'arrivée de son personnage dans ce lieu désaffecté et laissé à l'abandon par l'armée, Kevin Costner va commencer à sublimer les paysages naturels à travers la magnifique photographie de l'Australien Dean Semler, qui parvient à redonner toutes ses lettres de noblesse à un genre qui se caractérise justement par ses grands espaces. Des films de John Ford, au cœur du Monument Valley, à ceux de Leon, dans le désert espagnol. Mais là où les westerns américains de l'âge d'or se veulent très manichéens et les spaghettis enclins à une certaine violence, le western de Costner va chercher son identité ailleurs, offrant une œuvre bien plus contemplative, surtout à travers sa version longue. Car oui, si vous ne le saviez pas encore, je vous parle bien ici de la version de 4 heures qui est devenue depuis quelques années la version officielle. Le manichéisme du genre laisse place à la subtilité des sentiments humains. Un exemple avec ce paysan qui accompagne Dunbar vers son campement et qui se veut plutôt repoussant au premier abord, mais qui dévoilera finalement un aspect bien plus humain et délicat qu'on aurait pu le croire. Un personnage qui trouvera la mort auprès des Pawnees, tribu amérindienne qui ne vit dans le film qu'à travers le vol et la violence.
Dans cette scène, Costner va jouer avec la perception du spectateur à plusieurs reprises. Tout d'abord à travers sa mise en scène. Ici par exemple, son personnage brûle des cadavres d'animaux, et ce dernier se rend compte de la fumée que ça dégage. On coupe directement avec un plan sur la tribu des Pawnees qui remarque de la fumée et qui se lance à l'attaque. Le spectateur est alors persuadé à ce moment-là que c'est le lieutenant qui va être victime de cette attaque. Mais il se rendra alors compte que cette fumée provient finalement du campement du paysan qui avait accompagné Dunbar et qui se fera massacrer par la tribu. Le film vient également conforter le spectateur dans l'idée que les Indiens sont des sauvages en introduisant ce peuple à travers la tribu barbare des Pawnees. Le réalisateur nous met dans la peau de son personnage en faisant planer le doute sur les Indiens et leur réelle motivation. Mais la tendance va s'inverser pour nous comme pour lui quand il va faire la rencontre d'oiseaux bondissants. Indien appartenant au peuple Sioux qui va prendre peur devant les attributs du lieutenant, mais qui va surtout se poser beaucoup de questions sur cet homme blanc qui ne ressemble à aucun autre. Dunbar va également être intrigué par cet Indien, lui qui n'avait entendu que des horreurs sur ce peuple, soi-disant barbare, et qui va se retrouver devant un homme élégant, sage, mais surtout terrifié. Les deux hommes vont alors éprouver ce désir d'en savoir plus, l'un sur l'autre. Dans sa solitude, John Dunbar va également se lier d'amitié avec son cheval Cisco, à travers qui il voit sa rédemption et peut-être son sauveur, vu que c'est sur son dos qu'il a survécu à sa tentative de suicide en début de film. Mais il va aussi faire la connaissance d'un loup qu'il va tenter d'apprivoiser et qu'il va nommer Chaussette. Pour cet homme, qui possède un vrai sens de la bienveillance et de la curiosité, l'envie d'ailleurs est trop grand. Il ne le sait pas encore, mais c'est à travers le peuple Sioux qu'il va trouver la rédemption et l'amour. Les différentes rencontres se suivent avec un plaisir quasi impossible à dissimuler pour nous spectateurs. Les doutes des Sioux envers cet homme blanc se sont dissipés quand ce dernier s'est présenté à eux en paix, sauvant par la même occasion celle de qui il tombera amoureux. À partir de là, les cultures vont s'entrechoquer et malgré les risques de faux pas, c'est un certain altruisme qui va s'en dégager. On rit devant ce fossé culturel qui cache un véritable désir de savoir, de connaître son prochain. En partageant les us et coutumes de ce peuple, John Dunbar s'approche alors d'une harmonie qu'il n'avait même pas encore effleurée jusque-là. Il découvre qu'un lien fort existe entre les Sioux et l'environnement qui les entoure. Ces derniers vivent en parfaite symbiose avec une nature qu'ils n'ont pas essayé de dompter, mais avec laquelle ils partagent tout. On découvre alors qu'ils ont un profond respect envers la végétation et les êtres vivants qui les entourent. Dunbar, lui, va petit à petit se retrouver dans cette façon de vivre. Il va connaître ce sentiment étrange de bien-être et d'acceptation, ou plutôt d'intégration, qu'il n'a jamais vraiment ressenti envers son propre peuple. Pourtant, il va aussi prendre conscience que la violence est inhérente à l'être humain, à travers la guerre qui oppose les Pawnees aux Sioux, et ça on y reviendra, mais aussi quand ces derniers fêtent le meurtre de plusieurs officiers américains. Looked at familiar faces, I realized that the gap between us was greater than I could ever have imagined. Ce qui m'amène à vous parler de la scène emblématique du film, la chasse au bison. Techniquement, on a affaire à un morceau de bravoure de la part de Kevin Costner, qui réalise ici son premier film, je le rappelle. La scène a demandé la mobilisation de centaines de bisons, mais aussi de différents cascadeurs amérindiens et d'effets pratiques afin de ne blesser aucun animal. Kevin Costner va même continuer une de ses cascades après une très grosse chute à cheval, et le résultat en vaut la chandelle tant la scène est haletante. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Kevin Reynolds, réalisateur de Robin des Bois et Waterworld, qui supervisera cette scène. La chasse au bison est essentielle pour le peuple Sioux. Elle permet de survivre à l'hiver grâce à la nourriture et à la fourrure de l'animal. C'est pourquoi la participation de Dunbar à cette chasse est ce qui constitue l'acceptation de ce dernier à la tribu. Après ça, lui-même s'accordera à dire que ce fut un des moments les plus marquants de sa vie. Le respect, la fraternité et le bien-être sont désormais ce qui rythme son quotidien. La restauration du fort, l'arrivée des forces armées américaines, tout ceci ne l'intéresse plus. Et sa relation avec une des femmes de la tribu ne fera que cimenter son désir d'émancipation. Mais c'est en prenant part à une bataille contre les Pawnees que sa quête existentielle va prendre tout son sens. Lui qui a connu les atrocités de la guerre sans queue ni tête, vient pour la première fois de se battre pour des raisons valables et justes. À ce moment-là, ses motivations sont cohérentes. Son voyage initiatique est terminé, et il prend conscience que cette harmonie qu'il désirait tant, il l'a enfin trouvée. Jusque-là, c'est sa fidélité à une cause perdue qui l'empêchait de s'émanciper. Mais en combattant pour la survie et plus pour des idéaux, il reprend le contrôle de son existence qui n'avait jusque-là aucun sens. I'd never really known who John Dunbar was. Perhaps the name itself had no meaning. But as I heard my Sioux name being called over and over, I knew for the first time who I really was.
En se dirigeant vers la frontière, ce n'est pas que la guerre qu'il laisse derrière lui, c'est l'appartenance à tout un peuple, mais surtout ce que ce peuple a fait de lui. C'est la manière dont ils l'ont façonné qui l'abandonne. En traversant cette frontière, il va enfin se trouver, laisser disparaître le lieutenant John Dunbar, qui n'était alors qu'un moule cachant sa véritable identité. Ce combat sonne chez lui comme un rite initiatique, et fissure un cocon qui laissera apparaître l'homme qu'il est vraiment, Danse avec les loups. Sa relation avec Two Socks, ou Chaussette en version française, peut être vue comme une métaphore de l'acceptation, mais aussi du rejet. On peut même affirmer qu'il est la représentation de l'ensemble du peuple amérindien. Il n'est pas là que pour justifier le titre, il se positionne comme un véritable test pour l'être humain. Accepter la différence, essayer de la comprendre, ou la rejeter et la détruire. La première rencontre entre John Dunbar et le loup se fait dans la méfiance. Le premier sentiment du lieutenant à la vue de la bête, c'est cette peur de l'inconnu, et son premier réflexe sera de le tenir en joue. Mais à force de temps et de patience, il apprendra à s'y acclimater, et même à l'apprécier. Et si ce loup est à l'origine de son nouveau nom indien, ça n'est pas anodin. C'est à travers cette relation très particulière avec l'animal qu'il va extraire sa substantifique moelle. Un homme doué de sensibilité, de curiosité, d'empathie, et en phase avec la nature. Quand on sait ça, le meurtre du loup devient insoutenable. De par la gratuité de son geste qui déchire le cœur, mais aussi à travers son sous-texte, car ce meurtre nous renvoie à la dure réalité. L'avenir du peuple Sioux et de toutes les autres tribus sont entre les mains d'hommes qui ont été façonnés dans une société nombriliste qui rejette tout ce qu'elle ne comprend pas, en justifiant une violence injustifiable et aberrante. Après avoir passé plus de 3 heures avec ce peuple, le film nous remet les pieds sur terre. Ils sont voués à disparaître et avec eux toute une culture qui sera inondée par ce désir de prendre sans comprendre. Our language is the Lakota language, the Native American tongue. And before coming here, I knew virtually nothing of that. Through this part, I've had to take language courses to understand, which brings me back to wanting to get back into my heritage, my culture, my tribal ways and wisdoms. Danse avec les loups, le personnage, se positionne alors comme un porte-parole de cette culture. Il quitte le clan afin de protéger les siens, mais surtout pour essayer de faire comprendre à ceux qui veulent l'entendre ce qu'est vraiment le peuple Sioux et l'importance de leur tradition. Avec du respect mutuel et de la patience, une amitié inattendue entre deux peuples peut naître. On va toujours craindre l'inconnu, soit le fuir, soit le défier. Mais je pense que ce que le film tente de nous faire comprendre, c'est que l'harmonie entre tous peut exister si chacun décide de faire un pas en avant. Maintenant, l'histoire ne peut être réécrite, et le film n'a pas d'autre choix que de séparer à nouveau ces deux entités à travers un dernier échange d'une puissance émotionnelle phénoménale, mais donc Kevin Costner est forcé de briser le lien à travers sa mise en scène, en séparant à nouveau les deux peuples dans l'environnement, en créant cette frontière naturelle qui n'empêchera pourtant pas la traversée d'un respect mutuel et d'une amitié sincère. Le texte final nous remet dans un contexte historique difficile, mais le loup, dans l'ombre, nous rappelle que les Indiens d'Amérique n'ont pas totalement été oubliés, et que certains, notamment à travers l'art, continuent de faire vivre les terres sauvages et son véritable peuple. La sortie est une étape stressante pour le réalisateur et toute son équipe, surtout pour un film qui a vu sa réputation mise à mal par Hollywood. Mais les Américains ainsi que le reste du monde seront au rendez-vous, et feront de Danse avec les loups un énorme succès commercial avec une recette estimée à plus de 420 millions de dollars à travers le monde, et plus de 7 millions d'entrées en France. Les critiques sont également unanimes quant à la qualité du métrage, et Hollywood fera son mea culpa en lui décernant 7 Oscars, dont meilleur réalisateur et meilleur film, 3 Golden Globes, et même un Grammy Awards pour l'excellente bande-son signée John Barry. Mais la récompense ultime viendra en 2007, quand le film sera admis au patrimoine de la Bibliothèque des Congrès de Washington. Étant le premier western à rafler l'Oscar du meilleur film depuis 1931, ce dernier se paye même le luxe de relancer la mode du genre et de permettre à d'autres cinéastes talentueux de venir s'y frotter, et ça, durant les décennies à venir. Danse avec les loups n'est pas le premier film à rendre hommage au peuple indien, mais c'est sans doute celui qui le fait avec le plus grand cœur. Il dégage une profonde humanité, prône des valeurs simples mais tellement fondamentales comme la tolérance, l'acceptation, la curiosité, l'amour ou encore le respect de l'environnement.
Il est une épopée grandiose qui met en avant des décors naturels sublimes, qui rend hommage à un peuple disparu injustement, et qui développe un personnage ultra attachant en quête de son propre intérieur qu'il va trouver à travers son rapport à la nature et sa capacité à accepter l'autre. Je ne suis pas des plus objectifs sur ce film, je dois bien l'avouer, mais il est d'une telle importance pour moi que je ne peux que le considérer comme le film de ma vie, mon film préféré entre tous. Il prône toutes les valeurs que je défends, offre des moments de bravoure infinis, et en plus le fait à travers un récit solide, une mise en scène incroyablement maîtrisée, une composition envoûtante, et avec des comédiens investis et très talentueux. Cette vidéo, c'est ma lettre d'amour à l'œuvre qui a façonné ma plus grande passion, et je ferai en sorte d'être son porte-étendard aussi longtemps que je le pourrai, parce que Danse avec les loups est un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu. Love the process that goes into J'ai making toujours aimé films. la magie qui entoure And la when films production are d'un film. working at their very best, they Et can quand les become films moments donnent in our les own meilleurs lives d'eux-mêmes, that we will never ever ils forget. deviennent des moments de notre propre A vie, des single line moments that's spoken, qu'on n'oubliera jamais. a Une simple look, simple réplique, un the simple smallest gesture regard, an actor can make, a un wave, geste imperceptible de la a main, kiss. un baiser. They burn in our memory. Ces moments they become classic. gravés dans la mémoire deviennent des classiques. When movies touch us this way, Quand les films nous touchent ainsi, it reminds us of why on we still comprend go. pourquoi on y retourne.